Eh bien, bonjour à tous. Merci à vous d'être là pour cette conférence sur le bien vieillir que je vais vous présenter. Merci aux intervenants ce matin et également aux présentations qui ont été faites sur les projets. C'était vraiment passionnant, donc j'ai eu beaucoup de plaisir à les suivre. Voilà, donc je vais vous parler en fait de bien vieillir dans sa peau. C'est un sujet qu'on travaille beaucoup chez LVMH Recherche, notamment depuis 40 ans. Depuis 40 ans qu'on travaille sur la biologie de la peau, donc ça fait un moment assez considérable qu'on travaille sur le sujet. Alors, quand on se parle de bien vieillir, finalement, ça fait de nombreuses années que l'espérance de vie, elle augmente. Et elle augmente pour beaucoup de raisons. Elle augmente parce qu'il y a une meilleure hygiène, parce qu'on apprend de plus en plus ce qu'il faut faire pour rester en bonne santé, et aussi parce qu'il y a des gens qui s'intéressent très naturellement à la longévité et qui vont vraiment travailler spécifiquement dessus. Alors, il y a des scientifiques qui travaillent dessus et qui publient énormément dans des Nature, dans des Cell, des publications en général à haute volée. Mais il y a également des entrepreneurs comme Brian Johnson, que vous voyez là à l'écran, que vous avez peut-être vu dans un documentaire qui s'appelle Don't Die, qui a été diffusé sur Netflix, et qui, en fait, lance également des initiatives pour travailler sur la longévité. Son objectif avoué étant de rester jeune éternellement et, si possible, immortel. Un sujet dont on a parlé largement ce matin. Donc, finalement, avec toutes ces avancées, on pense qu'en 2050, vivre centenaire pourrait devenir la nouvelle norme. C'est considérable. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que finalement, ce n'est pas vivre plus longtemps qui anime les gens, c'est plutôt vivre longtemps en bonne santé. C'est ce qu'on appelle le health span. Et en fait, 73% des personnes revendiquent avoir envie d'avoir cette bonne qualité de vie. Et donc, du coup, on va s'intéresser à une notion d'âge, parce que finalement, on a 4 âges différents. C'est un peu ce qu'on avait entendu ce matin, d'ailleurs, pendant la présentation sur tout l'aspect social de l'âge. On a un âge chronologique, c'est celui qui est écrit sur nos cartes d'identité. Moi, j'ai 49 ans, selon ma carte d'identité. Je pense que mes cellules vous raconteraient quelque chose de très différent. On a l'âge ressenti, c'est-à-dire l'âge qu'on pense avoir, en fait, nous-mêmes. Et en général, on se perçoit plus jeune que ce qui est écrit sur notre carte d'identité. On est un peu dans le déni. Non, mais moi, j'ai 18 ans dans ma tête, tout va bien, j'ai 18 ans dans mon corps, et y compris dans ma peau. Il y a l'âge visible, celui qu'on essaye de renvoyer aux autres, c'est le regard d'autrui. Et enfin, il y a l'âge biologique. Et ça, c'est hyper important, cet âge biologique, puisque c'est l'âge de nos cellules. Et c'est ce dont on va discuter aujourd'hui. Pourquoi nos cellules, finalement, n'ont pas le même âge que ce qui est écrit sur notre carte d'identité? Pourquoi est-ce que nos cellules vont sans doute vieillir beaucoup plus vite que ce qui est prévu naturellement? Alors, on va faire un jeu. On va faire un jeu avec des actrices que vous connaissez peut-être, de 3 origines différentes, donc Lucy Liu, plutôt asiatique, Renée Zellweger, caucasienne, Michelle Obama, plutôt afro-américaine. Et en fait, je vous mets au défi de trouver leur âge réel quand vous voyez ces photos. Donc, est-ce que vous avez envie de jouer avec moi? Est-ce que vous avez une proposition à me faire pour Lucie, par exemple, pour me dire quel âge elle avait sur la photo? 50? 55? Ok, c'est pas mal, Elle a 57 ans sur la photo. C'est pas mal du tout. Renée Zellweger, 50 ans. Là, on n'a peut-être pas le même diagnostic. Voilà, on est d'accord. Michelle Obama. J'ai l'impression que vous êtes mitigés. Elle a 52 ans sur la photo. Donc vous voyez finalement, entre ce que les gens pensent de vous quand ils vous regardent via votre peau et votre âge réel, il y a souvent un gap, dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Souvent, on s'est dit en croisant quelqu'un, oh là là, elle a 45 ans, j'ai en donné 54. Bon, c'est pas toujours très élogieux, mais c'est souvent la réalité malheureusement. Et donc, il va y avoir différentes stratégies adoptées en fait par les femmes et par les hommes, même si c'est un peu moins pour les hommes, pour lutter en fait contre cette perception d'un âge plus élevé que ce qui est écrit sur votre carte d'identité. La première stratégie, c'est celle qu'on connaît habituellement, qui consiste à combattre l'âge, combattre les signes de l'âge. On va vraiment aller contre un phénomène. C'est vraiment un combat du quotidien. Et il y a des femmes, en fait, qui ont une stratégie qui est extrêmement active par rapport à ce vieillissement, par rapport à ce combat, puisqu'elles vont se retrouver souvent dans les cabinets des dermatologues pour aller faire des procédures dermoesthétiques qui vont leur permettre, du coup, de ressortir de là un peu plus jeunes.
Elles vont s'injecter du Botox, de l'acide hyaluronique, faire du peeling de surface, etc. Toutes ces procédures qui vont permettre de gommer une partie des signes de l'âge. Mais c'est une intervention, je dirais, plutôt de surface et plutôt qui est menée dans le combat. Mais c'est une stratégie qui est très largement utilisée aujourd'hui, notamment dans les populations très jeunes asiatiques, avec des jeunes femmes dès l'âge de 25 ans qui commencent déjà à faire ce genre d'intervention dans un but avoué de prévenir, mais aussi parce qu'en fait, elles se perçoivent déjà ridées, avec des taches, donc avec une vision un peu détournée de la réalité de leur peau. La deuxième catégorie de femmes que vous allez rencontrer, c'est les femmes qui vont pratiquer ce qu'on appelle le well aging. Alors le well aging, c'est quoi? C'est tout simplement des femmes qui vont avoir envie d'accompagner leur peau. C'est-à-dire que leur peau, elles vont y faire attention. Elles vont faire en sorte que cette peau, elle vieillisse, mais qu'elle vieillisse bien. C'est-à-dire qu'elle ne vieillisse pas de façon accélérée par tout ce qui pourrait en fait venir accélérer justement le mouvement de ce vieillissement de la peau. Donc elles sont dans des démarches plutôt de prévention, d'utilisation de produits cosmétiques. Elles se renseignent beaucoup et elles ont une vision plutôt assez holistique, assez globale de leur vieillissement avec la peau qui est intégrée à l'intérieur en fait. Donc finalement, comment est-ce qu'elles vont faire ces femmes pour essayer de ralentir le vieillissement jusqu'à le ramener au vieillissement naturel de leur organisme au global si jamais elles n'avaient pas été agressées? Eh bien, en fait, elles vont tenir compte d'une chose, même si elles ne le savent pas forcément, mais les groupes cosmétiques le savent pour elles, c'est que finalement, il y a deux âges qui s'opposent, l'âge chronologique et l'âge biologique, comme je le disais. Et en fait, il y en a un qui est beaucoup plus important en termes d'impact que l'autre, c'est l'âge biologique. Parce qu'en fait, il est créé de toutes pièces par notre style de vie. D'accord ? Alors, ces chiffres-là, 20 et 80%, c'est ceux qui sont communiqués depuis maintenant de nombreuses années. Récemment, il y a une publication qui a rééquilibré un peu les chiffres en disant que ce serait plutôt 50-50. Il n'en reste pas moins que cet âge biologique, ce vieillissement biologique, il reste très important. Et donc, ce qu'on va voir, c'est que finalement, notre âge biologique, il raconte notre histoire. Il raconte tout ce que notre organisme a vécu et a reflété sur sa peau. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'évidemment, on est allé décoder tous les mécanismes qui faisaient que la peau, elle va vieillir beaucoup plus vite que prévu. Et pour ça, on va utiliser tout ce qu'on a à notre disposition, les études histologiques, les études cliniques, et on va essayer de tout corréler, en fait, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, si on parle d'un point de vue histologique, tout à l'heure, on a parlé des travaux du docteur Lopez-Otin, qui a fait une énorme revue de la littérature scientifique et qui a classé les différents mécanismes qui conduisaient au vieillissement prématuré de la peau, ou de l'organisme, parce que Lopez-Otin, c'est plutôt du vieillissement organismal que du vieillissement de la peau. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que toutes ces voies, eh bien, leur point central, leur point commun, c'est que c'est le stress oxydatif qui est au centre de tout. Parce qu'il y a du stress oxydatif, il y a de l'inflammation. Parce qu'il y a du stress oxydatif, il y a de la sénescence. Tout est lié au stress oxydatif. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en 2025, ce n'est pas la roue que je vous ai mis là, mais en 2025, une nouvelle roue a été éditée où le stress oxydatif a été rajouté parmi en fait, les composants de la roue, mais pas au centre. Ce qui est assez étonnant parce qu'au final, c'est quand même l'événement central. Mais voilà, en tout cas, le stress oxydatif fait désormais partie intégrante de cette roue du vieillissement de l'organisme humain. Donc finalement, on a parlé tout à l'heure d'un mot qui est l'exposome. Ce mot, en fait, il est très important. Il regroupe tous les facteurs qui vont venir agresser votre organisme entre votre naissance et votre mort. Et vous voyez, il y en a pas mal. On a pas mal de raisons, finalement, de vieillir de façon accélérée. Donc la première raison, évidemment, pour vieillir prématurément, c'est l'exposition aux UV. Donc évidemment, quand je vois tout à l'heure des produits qui proposaient des SPF 50, des SPF 30, ils ont complètement raison. Parce qu'effectivement, les UV sont une réelle raison du vieillissement. Mais il y en a plein d'autres. Et on va d'ailleurs les voir, la fumée de cigarette, la pollution, la température, mais également tout le côté intérieur de l'organisme avec les émotions. Le cortisol, par exemple, qui va être sécrété en cas de stress. La malbouffe, excusez-moi pour le terme, mais il n'y a pas d'autre terme. Parfois, la malbouffe peut également beaucoup nous faire vieillir, de même que les agents chimiques, les médicaments et les hormones. Là, on a un peu moins de contrôle, mais on fait ce qu'on peut. Donc, finalement, comme je vous le disais, le stress oxydatif, il va accélérer le vieillissement à la fois à l'échelle cellulaire, tissulaire, donc le derme, l'épiderme, la peau en général,
et clinique, c'est-à-dire toute la surface que vous allez voir et que vous allez constater. Est-ce qu'il y a des rides? Est-ce qu'il y a du relâchement de la peau? Est-ce qu'il y a une petite perte de fermeté? Tout ça, à la base, est lié au stress oxydatif. Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment, en fait, ce stress oxydatif va venir influencer. Donc, prenons par exemple le cas de la sénescence. La sénescence, c'est quand une cellule, elle a différents stades de vie, cette cellule. D'abord, elle est jeune, elle est hyper productive. Et puis, elle commence à vieillir, à décliner, elle est moins productive. Et puis, il y a un moment où vraiment ça ne va pas bien et cette cellule, elle commence à devenir toxique. Elle ne produit plus rien. Par contre, elle reste vivante. Mais par contre, elle sécrète des molécules qui sont toxiques pour l'environnement. Ces molécules, c'est ce qu'on appelle le SASP. Eh bien, en fait, donc une cellule sénescente, elle va rentrer en sénescence à cause du stress oxydatif. Et c'est à cause du stress oxydatif qu'elle va libérer du coup des molécules inflammatoires. Si on prend les cellules souches, donc là on parle par exemple des cellules souches épidermiques. Après des cellules souches, il y en a plusieurs dans la peau. Il y en a dans l'épiderme, dans le derme, il y en a même dans l'hypoderme avec les cellules stromales. Mais prenons les cellules souches épidermiques. Donc elles sont situées à la base de l'épiderme, la couche supérieure de la peau. Et elles sont vraiment dans une niche vraiment cachée, protégée du stress oxydatif. Malgré tout, quand elles sont exposées au stress oxydatif, eh bien, leur capacité à se multiplier pour créer des cellules filles est fortement affectée, puisqu'ils baissent de 61%. Donc c'est considérable, ces cellules qui sont censées renouveler en permanence votre épiderme, finalement, elles perdent 61% de leur activité à cause du stress oxydatif. Si on se parle de télomères, alors les télomères, c'est ces espèces de petits bouts qu'on voit au bout des chromosomes. Les chromosomes, on les imagine un peu comme des lacets, et les télomères, c'est les petits bouts en plastique qui sont au bout et qui empêchent que les lacets se débobinent. Et bien du coup, ces télomères, ils ont un rôle de protection de votre matériel génétique, de votre information. Et bien ces télomères, à chaque division de la cellule, ils vont raccourcir. Et bien quand il y a du stress oxydatif, ce raccourcissement s'accélère. Et quand il n'y a plus de télomères, ou en tout cas plus assez de télomères, la cellule meurt. Donc de nouveau, le stress oxydatif va être à l'origine d'une perte accélérée de la vitalité cellulaire qui va du coup entraîner des conséquences cliniques évidemment. Donc voilà, c'est ce que je vous expliquais à l'instant. Donc quand vous avez le stress oxydatif, eh bien, ma foi, tous les processus de réparation des télomères sont arrêtés et le télomère s'accélère en termes de diminution. La dysbiose. Alors la dysbiose, je ne sais pas si vous savez tous ce que c'est. Sur notre peau, on a un microbiote qui est assez conséquent, avec plein de bactéries, de levures, de champignons. C'est normal qu'il soit là, on a envie qu'il soit là. Sauf que dans ce microbiote, parfois, il peut y avoir des déséquilibres, avec des bactéries plutôt négatives qui vont se surexprimer au détriment de bactéries ou de micro-organismes plutôt positifs. Et le problème, c'est que quand vous exposez ce microbiote au stress oxydatif, ce déséquilibre se produit. Et c'est là que, du coup, toutes les molécules sécrétées par les bactéries négatives vont venir abîmer le tissu cutané qui est en dessous. Donc, de nouveau, le stress oxydatif va venir abîmer une partie de notre santé de la peau, qui est le microbiote. Là, on fait une plongée dans la cellule, on va beaucoup plus profond, on va regarder la mitochondrie, à l'origine du métabolisme cellulaire dont on avait parlé tout à l'heure avec Laroud Lopez-Ottine. Eh bien, en fait, quand une cellule est exposée à du stress oxydatif, les mitochondries, qui sont les usines à énergie des cellules, vont perdre 27% de leur capacité à produire de l'énergie. Ce qui est considérable. Par exemple, on se dit qu'il faut à peu près 13 000 molécules d'ATP pour produire une molécule de collagène. Donc, on comprend bien que si on a plus de 20% en moins de production d'énergie, ça sera moins de collagène produit. On va parler sucre. Voilà, donc le sucre, un gros fléau de la diète occidentale. On a en général des alimentations qui sont beaucoup trop sucrées. Là, vous avez deux photos. Une photo d'une peau que j'appelle normoglycémique, c'est-à-dire exposée à un taux de sucre normal. Et à droite, une photo d'une peau hyperglycémique, donc surexposée au sucre. Ce que vous voyez en rose, en fait, c'est du collagène. Donc vous voyez bien qu'il y a beaucoup plus de rose à gauche qu'à droite, ce qui montre bien qu'en fait, les cellules, quand elles sont surexposées à du sucre, produisent moins de collagène. Moins de collagène, moins de fermeté, plus de rides. Donc on comprend bien de nouveau le lien entre ce qui se passe à la surface de la peau et ce qui se passe à l'intérieur. Si on prend l'ADN, et là on va s'attarder un petit peu sur l'ADN parce que c'est important. L'ADN, en fait, il est très dépendant du taux de cortisol
qu'on a dans notre peau. En fait, notre peau, elle est bourrée d'hormones. Quand on naît, en fait, il y a différents feuillets embryologiques qui se créent. La peau et le cerveau viennent du même feuillet, et du coup, toutes les hormones que vous trouvez dans le cerveau, vous les retrouvez dans la peau, dont le cortisol, les endorphines, etc. Le cortisol, si jamais il y en a trop parce que vous avez eu un gros coup de stress, eh bien, du coup, il va faire des dommages à l'ADN qui peuvent être jusqu'à irréversibles et faire entrer vos cellules en sénescence. Et donc, les UV sur la matrice, c'est-à-dire le derme. À gauche, vous avez une peau qui est protégée des UV. Ce que vous voyez en rouge, ce sont des fibres de collagène. À droite, la peau est exposée aux UV et vous voyez effectivement qu'il y a énormément moins de collagène. Par contre, les fibres sont beaucoup plus épaisses. Donc, on va s'attarder un petit peu sur le matériel génétique parce qu'il y a une notion qui est très importante en fait dans le vieillissement via l'exposome. C'est tout ce qui est modification épigénétique. Donc, c'est un mot qu'on voit beaucoup fleurir en ce moment, mais à raison, parce que réellement, les modifications épigénétiques, c'est un levier qu'on a à notre disposition pour pouvoir essayer de contrôler un peu notre vieillissement et le freiner. Donc, juste pour expliquer de quoi il s'agit, donc l'exposome, c'est du stress oxydatif. Là, vous avez un brin d'ADN avec des petits groupes qu'on va appeler des groupes méthylés. Bon, c'est un terme un peu technique, mais voilà, c'est des espèces de greffons qui vont venir masquer des gènes et les empêcher de s'exprimer. Si jamais vous exposez votre ADN à du stress oxydatif, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y a des zones où des groupes méthylés vont disparaître et il y a des zones où des groupes méthylés vont apparaître. C'est-à-dire qu'il y a des gènes qui vont être masqués, qui ne pourront plus s'exprimer, et il y a des gènes qui vont être dévoilés et qui pourront s'exprimer. Si les gènes qui ont été dévoilés, c'est des gènes qui disent « il faut détruire du collagène », bon, voilà, on comprend très vite en fait que le stress oxydatif a eu un impact directement à l'échelle génomique. S'il y a des gènes qui ont été cachés comme il faut produire du collagène mais qui a été caché, il n'y aura plus de production de collagène, de nouveau vieillissement de la peau. C'est ça l'épigénétique, c'est comment est-ce qu'on va dévoiler ou masquer au contraire des gènes qui vont avoir une influence sur la jeunesse. Donc finalement, si on prend l'exemple de deux vraies jumelles identiques, qui ont donc le même génotype, le même contenu d'ADN, si on les expose à des conditions de vie différentes, donc l'exposome, la jumelle du haut, elle va faire du sport, elle va se cacher des UV, elle va être très zen parce qu'elle va peut-être faire du yoga ou autre discipline qui va l'aider dans ce sens, elle va avoir une nourriture saine, alors que celle du bas, au contraire, elle va être exposée aux UV, elle va peut-être avoir une nourriture un peu dérégulée, elle va peut-être fumer d'ailleurs. Et bien finalement, même avec le même ADN, on va avoir deux expressions complètement différentes. Et donc, on va se retrouver avec deux jumelles qui expriment des caractères de surface très différents. Et c'est ce qu'on va voir parce qu'en fait, il y a une étude très intéressante qui a été faite aux États-Unis où ils ont pris en fait des jumeaux, des vrais jumeaux, qui n'avaient pas du tout les mêmes rythmes de vie, les mêmes styles de vie. Et ils ont vraiment démontré à quel point le stress oxydatif via l'exposome avait un impact très important. Donc là, par exemple, on voit l'impact des UV sur deux jumelles, dont une s'est exposée aux UV, donc je vous laisse deviner laquelle. Je pense que c'est assez facile à identifier. Donc vous voyez, en fait, les UV vont clairement marquer très très profondément les rides, et plutôt les rides d'ailleurs descendantes. Donc avec ce que je vous avais expliqué tout à l'heure, vous voyez la dégradation du collagène quand on était exposé aux UV. On comprend très bien que ce qu'on voit à l'intérieur se répercute à l'extérieur. Le tabac, donc pareil, deux jumeaux. Celui de gauche, évidemment, ne fume pas, celui de droite fume. De nouveau, le tabac, c'est du stress oxydatif, c'est un des facteurs de l'exposome très très fort, et du coup, avec des signes cliniques extrêmement caractéristiques d'une personne qui va fumer. De nouveau, le tabac, donc une photo évidemment très connue à gauche, et puis deux autres jumelles à droite qui sont également très représentatives des dégâts que peut faire le tabac. Donc du coup, tout ça pour dire que finalement, dans cette stratégie qui consiste non pas à combattre l'âge, mais plutôt à le freiner de manière à le garder au minimum corrélé avec l'âge de notre carte d'identité, voire même inverser, si on peut, les effets de l'âge, gérer le stress oxydatif, c'est la raison numéro 1 de succès. Et donc, du coup, il y a des endroits qui ont une vision extrêmement holistique de tout ça. En fait, c'est ce qu'on appelle les cliniques de longévité. Il y en a une qui est très connue, qui a été fondée il y a très longtemps, qui s'appelle la clinique La Prairie, à Montreux, en Suisse. Et donc, du coup, là, ils traitent absolument tout. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont s'intéresser à l'alimentation des femmes, ils vont s'intéresser à leur stress,
Ils vont s'intéresser à leur peau, également à leur exposition aux UV, etc. Donc ils ont vraiment une vision extrêmement globale qui va faire qu'à la fin, voilà, on se retrouve face à ces femmes qui sont dans une démarche de well aging en essayant en fait de gérer l'organisme en entier, dont la peau. Voilà, donc j'espère que cette démonstration sur l'importance de la gestion du stress oxydatif vous a plu. En tout cas, clairement, le lien entre stress oxydatif et longévité et le bien vieillir est vraiment très important. Et c'est pourquoi il faut absolument le gérer. Merci pour cette conférence très, très intéressante, enrichissante. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de réviser pendant la pause comment ça fonctionne, mais je n'ai pas encore vu beaucoup de choses. Moi, j'avais une première question. Vous avez parlé de l'impact des UV sur le microbiote, sur la dysbiose. Est-ce qu'il y a un impact de l'âge aussi sur le microbiote et qui peut avoir aussi un impact sur le vieillissement de la peau, Oui. En dehors du vieillissement des cellules, mais vraiment le microbiote et son Oui, impact. tout à fait, parce qu'en fait, alors ça c'est notamment la ménopause, dont on a parlé également tout à l'heure dans les concours. À la ménopause, il y a une très forte dégradation du microbiote parce que la peau devient beaucoup plus sèche. Elle a un film hydrolipidique qui s'amoindrit énormément et du coup ça déséquilibre le microbiote. Et par voie de conséquence, il y a toute une cascade d'événements qui va faire que ce microbiote va être vraiment très déséquilibré et va accélérer le vieillissement au-delà des hormones en fait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, je vais vous apporter le micro. Je suis trop vieille pour utiliser les QR codes. Moi, j'ai une question. On entend de plus en plus qu'utiliser des filtres solaires tous les jours sur la peau, ça peut justement dérégler le microbiote. Du coup, qu'il peut y avoir un effet rebond. Donc, on ne sait plus trop qui écouter. Alors, c'est pas complètement faux, parce qu'en fait, le microbiote, il est très fragile dans son équilibre. Très clairement, et quand vous regardez les filtres UV, c'est quand même des molécules, c'est du lourd, hein, on va se le dire. Donc il faut quand même que le microbiote arrive à s'adapter quelque part aux molécules qu'on met dessus. Mais c'est valable aussi bien pour les filtres UV que pour le skincare que vous utilisez. Si vous utilisez une crème de jour, par exemple, qui va être très riche en éléments gras, ça va nourrir le microbiote et forcément amener un déséquilibre. Donc tout ce que vous allez appliquer sur votre peau, que ce soit de manière quotidienne, parce que c'est des crèmes de soins, ou parce que vous allez être exposé aux UV, ou pour d'autres raisons, ça va forcément avoir un impact sur le microbiote. Et il va s'adapter. Et peut-être qu'effectivement, il y en a pour qui il va y avoir des mauvaises réactions, il va y avoir un effet rebond. D'autres pour lesquels le microbiote va réussir à se rééquilibrer naturellement et à s'adapter. La réponse est souvent très individuelle quand même vis-à-vis de ça. Pas d'autres questions. J'ai trouvé en tous les cas très intéressant l'étude que vous avez présentée sur les jumeaux, oui. Parce qu'on voit vraiment l'impact de l'exposome. J'ai entendu, moi, que, je ne sais pas si c'est la même étude, où il y a cet impact-là qui est étudié sur la date de fin de vie, en tous les cas la période de fin de vie, et sur les jumeaux en disant que finalement c'était plus l'hérédité qui déterminait finalement la période à laquelle on allait mourir, plutôt que l'exposome. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, je me posais la question si c'était la même étude. En fait, nos cellules ont un temps de vie qui est fixe, qui est délimité par leur télomère. À partir du moment où un organe a des cellules qui sont beaucoup trop vieilles parce que tous leurs télomères sont arrivés en bout de course, ma foi, il y a les deux raisons en fait. C'est effectivement écrit dans la génétique, mais selon le style de vie, on peut très très nettement accélérer en fait le processus. Donc on peut aggraver clairement les choses en termes de durée de vie. Merci. Merci. On va continuer avec. Je vais laisser les personnes. On vous remercie à nouveau. Merci.